Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique se tient à Abidjan. Le président Alassane Ouattara prend part à la rencontre avec ses pairs. L'événement se déroule en prélude à la 21e reconstitution des ressources de l'IDA. L'objectif est de mobiliser 70 000 milliards de francs CFA pour lutter contre la pauvreté en Afrique. Le Sénat des Côtes d'Ivoire a effectué sa rentrée. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de la Chambre haute du Parlement s'est faite à Yamoussoukro. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a prononcé le discours d'orientation et elle a évoqué des sujets concernant la nation. La Côte d'Ivoire a tissé un partenariat bénéfique dans le domaine agricole avec une société singapourienne. Un accord a été signé avec des investisseurs pour la transformation locale du cacao. Pour le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayoumani, cela augure de belles perspectives pour le monde paysan. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU restera un an de plus au Soudan. Les membres ont voté en faveur d'une prolongation de la mission d'enquête sur des présumées violations perpétrées au Soudan lors de la guerre. Les autorités de Khartoum s'y opposent. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi la deuxième journée de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique. L'événement se déroule en prélude à la 21e reconstitution des ressources de l'IDA prévue en décembre prochain. La rencontre d'Abidjan vise à mobiliser 70 000 milliards de francs CFA pour lutter contre la pauvreté sur le continent africain. Alexis Ouedraogo. L'IDA, c'est l'Association internationale de développement. À travers des subventions et des prêts à des conditions avantageuses, elle favorise la croissance économique, la résilience et la lutte contre la pauvreté. Ce jeudi à Abidjan, le chef de l'État Alassane Ouattara a pris part à l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique qui se tient justement en prélude de la 21e reconstitution du fonds. L'Association internationale de développement s'impose comme un levier incontournable de la croissance durable et inclusive en Afrique. La rencontre de ce jour vise à amplifier le plaidoyer en vue d'une reconstitution record de l'IDA. Plus de 70 000 milliards de francs CFA sont attendus pour soutenir les politiques de développement du continent africain face à un contexte mondial complexe marqué par des crises financières, des tensions géopolitiques et le changement climatique. Occasion pour le président de la Banque mondiale et le directeur général de Global Citizen de partager leur expérience et proposer des pistes concrètes pour faciliter le développement des pays pauvres à travers l'engagement mondial. Pour le président de la Mauritanie et de l'Union africaine, Mohamed Ould El Ghazouani, la reconstitution de l'IDA 21, au-delà du financement, est un axe de solidarité qui doit prendre appui sur une meilleure gestion des ressources du continent. Grâce à l'IDA, plus de 14 millions de personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable entre 2017 et 2022. Et plus de 16 millions de jeunes ont été formés pour l'emploi. La reconstitution de l'IDA 21 ne doit pas être envisagée comme une opération de financement, mais comme un acte de grande solidarité et de responsabilité. Autant nous plaidons avec force en faveur d'une reconstitution de l'IDA 21 à hauteur des besoins et des attentes de nos populations, autant nous nous engageons à redoubler d'efforts pour augmenter la mobilisation des ressources domestiques en menant des réformes fiscales, en optimisant la gestion de nos ressources naturelles et en luttant plus efficacement contre la corruption. Des mots soutenus par le président Alassane Ouattara qui invite l'ensemble des partenaires au développement, y compris le secteur privé, à renforcer leur coopération avec l'IDA. Je voudrais particulièrement insister ici à Abidjan sur le rôle clé du secteur privé et des organisations de la société civile et les associer aux efforts en cours pour une mobilisation de ressources conséquentes pour aider l'Afrique à faire face aux défis qui sont les siens en vue de réduire la pauvreté et les inégalités. Nous voulons pour la deuxième fois une reconstitution inédite des ressources de l'IDA. L'IDA 21 doit apporter une réponse satisfaisante aux difficultés de financement que les crises et les tensions
de par le monde impose à l'Afrique. Le chef de l'État a aussi porté un plaidoyer, celui en faveur d'un investissement massif dans la formation et l'emploi des jeunes. C'est vrai que l'on commence par les infrastructures et toute une série de choses pour la transformation de nos économies, mais nous avons tout à l'heure commencé un entretien sur la nécessité de soutenir cette jeunesse pour qu'elle ait plus d'espoir, qu'elle ne se sente pas abandonnée ou attirée par des horizons qui en fait ne constituent pas des solutions. Donc je compte sur la Banque mondiale, sur tous les investisseurs pour nous aider à investir le plus possible dans la formation de nos jeunes et l'emploi des jeunes en Afrique. Un vaste appel à l'engagement mondial qui reçoit déjà un écho favorable. 20 des plus grandes entreprises mondiales sont présentes à Abidjan pour le renouvellement du fonds. Voilà, et justement, en marge de cette Assemblée pour le développement économique de l'Afrique, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé une audience au président du groupe de la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur des pistes concrètes pour faciliter le développement des pays fragiles à travers l'engagement mondial. On retrouve Alexis Doué-Draogo. Le président du groupe de la Banque mondiale, Adjaye Banga, était à Abidjan dans le cadre de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique. Ce jeudi, en marge de la rencontre, il a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Nous avons eu une bonne discussion sur ce que nous pouvons faire davantage ensemble. Je pense qu'il est important de se concentrer sur le bon type de formation technique pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Nous devons nous assurer qu'ils sont correctement équipés pour les emplois de demain. Deuxièmement, nous avons discuté de la manière d'obtenir plus de connexions électriques. Ce pays a bien progressé avec 75% de la population connectée, mais il reste encore 9 millions de personnes. Et comme vous le savez, nous avons lancé un programme pour connecter 300 millions de personnes en Afrique avec la Banque africaine de développement d'ici à 2030. Et la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui y participe. Nous avons également discuté de certains des défis dans votre voisinage, mais dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire est un pays qui se porte bien. La Banque mondiale s'est pour finir engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa vision de développement. Et l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique, en soutien à la constitution de l'IDA 21, a clos ses travaux ce jeudi à Abidjan. Et l'accord d'Abidjan appelle les dirigeants du G20 et les autres partenaires à investir davantage dans le développement de l'Afrique. L'ambition est de mobiliser au moins, je rappelle, 120 milliards de dollars pour la constitution de l'IDA 21, soit 70 000 milliards de francs CFA. Et c'est un plaidoyer qui a été soutenu par le chef du gouvernement ivoirien au regard des défis à relever. Le directeur général de l'Agence française de développement, le président du groupe de la Banque mondiale et le premier ministre Robert Begré-Mambé étaient au centre d'Aïkin, fruit du partenariat entre le gouvernement et le secteur privé pour la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance. C'est une visite en marge de l'Assemblée pour le développement de l'Afrique. Dans le cadre de la constitution de l'IDA 21, le chef du gouvernement ivoirien a présenté à ses hôtes la matérialisation de la vision d'insertion des jeunes à travers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Voilà, je le disais dans les titres, le Sénat des Côtes d'Ivoire a effectué sa rentrée aujourd'hui. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de la Chambre haute du Parlement ivoirien s'est faite à Yamoussoukro. Le vice-président Temoko Mellet Koné, que vous voyez sur ces images, a pris part à cette rentrée solennelle. Au menu, le discours d'orientation est prononcé par la présidente du Sénat, Kandia Camara, annonce une intense activité parlementaire pour cette deuxième session. Elle s'est également prononcée sur la vie de la nation. On y revient tout à l'heure. Cette journée a été aussi marquée à Yamoussoukro toujours par l'ouverture du colloque des Sénats d'Afrique par le vice-président Temoko Mellet Koné. Et cette rencontre est la première du genre et une dizaine de délégations venues du continent y assistent. Gérald Larcher, président du Sénat français, est l'invité spécial de ce colloque. Mama Traoré, Adam Sangaré, depuis Yamoussoukro. Et si le bicamérisme se traçait de nouveaux sillons depuis Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire abrite 48 heures durant le colloque des Sénats d'Afrique
une initiative du Sénat de Côte d'Ivoire dirigée par Kandia Camara. Cette première rencontre du genre enregistre la présence d'une dizaine de délégations de chambres hautes de parlement du continent. Les chambres hautes pourraient trouver toute leur pertinence dans leur contribution à la qualité de la loi en portant un regard supplémentaire sur son contenu. Le colloque des Sénats d'Afrique se présente ainsi comme un cadre privilégié de réflexion et d'échange sur les modalités de la pratique du bicaméralisme. Tour à tour, les présidents de Sénat africains présents se succèdent au pupitre. Un point commun notable dans leur déclaration, l'idée de fédérer les Sénats d'Afrique autour d'une association demeure une nécessité. Les hautes chambres parlementaires d'Afrique, de par leur qualité de représentants directs des territoires, devront désormais se transformer en véritables acteurs de développement aux côtés des instances des pouvoirs exécutifs. Dans cette perspective, la pratique du bicaméralisme parlementaire en Afrique relève d'une exigence de la dynamique mondiale de développement, au sein de laquelle le renforcement du rôle des territoires devient une nécessité. L'Afrique doit poursuivre son ascension en termes de diplomatie parlementaire et le Sénat ou la Chambre haute a un rôle crucial à jouer dans cette avancée majeure que nous voulons atteindre. De surcroît, l'intégration régionale sur le continent africain doit être renforcée davantage car c'est un gage de développement de nos pays respectifs. Le Sénat de France, par la voix de son président Gérard Larcher, invité d'honneur de ce colloque, soutient que les Sénats sont d'une utilité avérée pour le développement des sociétés africaines. Les associations qui regroupent nos Sénats dans un continent sont des facteurs d'apaisement politique, de paix sociale et de dialogue. C'est notre vocation. Alors, en choisissant ces lieux, Madame la Présidente, vous nous invitez collectivement à l'exigence. Au fond, mettre nos pas dans le sillage du grand homme d'État que fut Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour la France. Venu porter la voix du président Alassane Ouattara à ce colloque, le vice-président de la République, Thiemoko Meïlé Koné, exhorte les sénateurs africains à une coopération mutuelle. La diplomatie parlementaire se doit de jouer un rôle important dans le rapprochement des peuples et le règlement pacifique des conflits. Non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Il s'agit là d'un devoir de solidarité internationale dont l'objectif est de prévenir les conséquences souvent dramatiques des crises et des conflits armés dont les populations sont les premières victimes. Plus que jamais, notre continent, l'Afrique, a besoin de paix et de sécurité. Condition préalable à tout développement durable, c'est une mission que je souhaite voir les Sénats accomplir pleinement à travers une coopération renforcée dans les années à venir. Ce défi ne pourra être relevé qu'à travers une collaboration accrue entre nos chambres hautes. Axé sur le thème « Idées du Sénat et expérience sénatoriale en Afrique », ce colloque sera marqué par des panels de haut niveau et des conférences. Voilà le colloque des Sénats qui s'est ouvert ce jour à Yamoussoukro met en avant tous ces pays qui ont en commun le bicaméralisme et surtout qui ont le désir ardent de se mettre ensemble, travailler en synergie. Et l'idée est de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais comment faire fructifier cette idée? Comment réussir la mise en place de l'Association des Sénats d'Afrique? Élément de réponse avec Adel Sogodogo. La grande famille du bicaméralisme, notamment les chambres hautes de parlement d'Afrique, sont en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, ces pays prennent part au tout premier colloque des Sénats d'Afrique. Une idée qui a germé et mûri et qui est en train de faire son chemin. En accueillant sur son sol ce colloque, la Côte d'Ivoire, qui endosse sa mise en œuvre, se veut le point de départ de cette union qui doit aboutir à la naissance d'une association. Il s'agit d'abord de donner une véritable lisibilité et une visibilité du Sénat de Côte d'Ivoire et des Sénats dans le monde entier pour que le citoyen lambda sache à quoi sert le Sénat, comment fonctionne le Sénat, qui fait fonctionner le Sénat et pour qui le Sénat fonctionne.
Quels sont les grands axes de ce colloque? La méthodologie de ce colloque repose d'abord sur des panels en conférence plénière et autour de 3 grands thèmes. Le premier grand thème, nous allons partir de l'Antiquité romaine et l'Antiquité africaine, puisqu'il y a l'Afrique précoloniale, jusqu'à nos jours. Le second élément, c'est comment les Sénats fonctionnent-ils. Et c'est à ce niveau-là que les sénateurs de Côte d'Ivoire vont venir en apprendre de l'expérience des autres Sénats. Le troisième, c'est quel est l'avenir des Sénats en Afrique. À quoi doit-on s'attendre à l'issue de ce colloque? Nous allons éditer les actes du colloque et les actes seront diffusés à tous les participants et tous les pays qui sont venus pour que chacun s'approprie les recommandations et tout ce qui a été dit dans le colloque. Le colloque des Sénats d'Afrique bénéficie de la présence de la France à travers son président du Sénat, Gérard Larcher. La France fête bientôt le 151e anniversaire de son Sénat. Voilà, et on va rester à Yamoussoukro. Je rappelle, le Sénat de Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée aujourd'hui. L'ouverture de la 2e session ordinaire de la Chambre haute du Parlement qui s'est faite donc à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, s'est faite en présence du vice-président Témouko Méliette Koné et c'était aussi devant un parterre d'invités. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a prononcé le discours d'orientation. Mama Traoré pour tous les détails. Ouvrir la 2e session ordinaire du Sénat, 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Cette disposition constitutionnelle correspond à ce 10 octobre 2024. Alors les sénateurs reprennent du service après quelques mois de répit. Au nom du président de la République, le vice-président Témouko Méliette Koné est présent pour apporter le soutien de l'exécutif à l'action de la Chambre haute du Parlement. Comme le veut l'usage, la secrétaire de séance procède à l'appel nominal. 96 sénateurs sont présents sur les 98 siégeants. Le quorum est largement atteint, alors les travaux peuvent démarrer. Seul point à l'ordre du jour, le discours d'orientation que doit prononcer la présidente de l'institution. Kandia Camara prévient ses pairs que la tâche sera intense lors de cette session. Au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, outre les différents projets de loi de finances, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 4 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code de déontologie de la profession infirmière et des professions de sage-femme et de maïeuticien. Au titre de la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, je voudrais annoncer l'organisation du Forum de la diaspora du 12 au 14 novembre 2024. Il convient d'indiquer que le Sénat demeure très attentif au renforcement des liens entre la Côte d'Ivoire et l'ensemble de ses citoyens établis à l'étranger. Cette ouverture de session est le lieu pour la Chambre haute du Parlement de se prononcer sur l'actualité en milieu universitaire. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire déplore la violence en milieu universitaire qui occasionne parfois des pertes en vie humaine. Nos universités doivent demeurer un espace de paix et de sécurité, condition sine qua non d'un apprentissage très important et efficace et d'une formation de qualité des cadres de demain. Nous encourageons le gouvernement de Côte d'Ivoire à prendre les dispositions idoines pour maintenir les conditions propices aux études en milieu universitaire et scolaire. Pour autant, le Sénat ne désespère pas en la jeunesse ivoirienne, cette jeunesse qui permet à la Côte d'Ivoire de glaner des lauriers sur la scène internationale. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est le symbole d'une Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire est vainqueur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, organisée sur son sol du 13 janvier au 11 février 2024. La Côte d'Ivoire a été récompensée d'une médaille de bronze remportée aux Jeux olympiques de Paris. La Côte d'Ivoire est vainqueur de la première édition de la Coupe du monde de Maracana, Maramonde 2024. La Côte d'Ivoire est championne du monde de dictée
à la 24e session du concours international de la dictée Paul Gérin-Lajoie. Je voudrais ici et solennellement adresser les vives félicitations de la représentation nationale à Monsieur le Président de la République. Si la Côte d'Ivoire rayonne tant dans les compétitions sportives, elle doit être capable de le faire dans les compétitions électorales. Dans exactement 12 mois, le peuple ivoirien sera appelé aux urnes dans le cadre de l'élection présidentielle. Dans cette perspective, j'invite, une fois de plus, l'ensemble des acteurs politiques à s'inscrire dans une dynamique de responsabilité en veillant à privilégier en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la nation. La deuxième session, dite session budgétaire, est ainsi ouverte. Elle sera notamment consacrée à l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025. Le calendrier des travaux parlementaires sera soumis à l'approbation des sénateurs lors d'une séance publique prévue pour le mardi 15 octobre. Voilà, donc c'était donc la rentrée des classes jeudi pour les sénateurs de Côte d'Ivoire. Ils ont repris le chemin de l'hémicycle après environ 4 mois de vacances. Ils vont donc plancher sur le projet de loi. Mais pendant les vacances, les sénateurs, on l'a appris, ne se sont pas donné de répit. Quelles étaient au juste leurs occupations? À quoi ressemblent les vacances d'un sénateur? Kader Sogodogo. C'est fini les vacances. Les sénateurs sont de retour à Yamoussoukro pour l'examen des projets de loi et autres activités parlementaires. Durant les vacances, le temps était au repos, mais également au rapprochement avec les populations. Je me suis appliquée à prendre soin particulièrement de ma famille et de moi-même. J'ai eu le bonheur de voyager. Plusieurs activités ont été menées tout au long de ces 4 mois. J'ai également pensé à l'autre à travers le Rotary. J'ai eu des vacances très remplies. Je suis parlementaire panafricain et donc nous avons eu la session ordinaire, la 3e du Parlement panafricain le mois passé. Et donc toute cette période, j'ai dû passer 3 semaines en Afrique du Sud. Et quand je suis revenu, il fallait que je sois aux côtés des populations. Et c'est ce que nous avons fait. On s'est bien reposé. On a voyagé, on a travaillé et aujourd'hui, ça nous fait plaisir de se retrouver. Le groupe parlementaire RHDP, le seul au Sénat, n'a pas chômé durant ses vacances. Des missions sont parties vers certaines localités. Ces missions ont été ramenées à la visite de 6 régions. 6 régions pour rendre compte des travaux qui avaient été effectués au cours de nos différentes sessions. Ce sont ces projets de loi que nous sommes allés expliquer à nos populations. Cette deuxième session qui s'est ouverte ce 10 octobre 2024 se refermera en décembre. Elle sera marquée par l'examen du projet de loi portant budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2025. Voilà, fini les vacances, place au travail. Voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'ouverture de la deuxième session ordinaire de la Chambre haute du Parlement ivoirien. La Côte d'Ivoire a tissé un partenariat bénéfique dans le domaine agricole avec une société singapourienne. Un accord a été signé, vous allez le voir ici à Abidjan, avec des investisseurs pour la transformation locale de notre cacao. Pour le ministre d'État Kobena Kwasi Agubani, cela augure de belles perspectives pour le monde paysan. Jean-Luc Bangbo. C'est un partenariat qui permettra aux deux parties, le Conseil Café Cacao et la société GCB Cocoa Singapour PTE, de réaliser leurs ambitions communes, à savoir augmenter la capacité locale de transformation de fèves de cacao, fabriquer et distribuer des produits finis aux consommateurs, créer de la valeur ajoutée pour le cacao dont les bénéfices augmenteront les revenus des producteurs, promouvoir et développer la consommation locale et régionale. Nous voudrions donc saluer cette initiative qui est d'importance capitale, qui a été mûrement nourrie et qui aujourd'hui va nous permettre d'atteindre une autre étape de la politique du président de la République, dont l'objet consiste à aller à la transformation rapide de nos produits. Ce protocole est surtout une prise à participation à hauteur de 25% dans le capital de Transcao Côte d'Ivoire.
ouvrant ainsi la voie à un rayonnement international et à une amélioration de la performance technique, commerciale, financière et sociale de Transcao, unité industrielle soutenue par le Conseil du café cacao. Le projet Transcao Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, porte sur la construction de 2 usines de transformation de cacao d'une capacité de 50 000 tonnes chacune, dont l'une en zone industrielle de Yopougon PK24 et l'autre à San Pedro. Je vous propose à présent de faire un tour en France où s'est tenu récemment le 19e sommet de la francophonie. En marge de cette édition, le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a échangé avec son homologue français. Les discussions ont porté sur l'approfondissement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et la France. Envoyé spécial à Paris, Issa Chunayeo. Accord de facilitation des investissements et la problématique de l'accès au marché ivoirien des produits français soumis aux droits d'assises. Accompagnement de la compétitivité des PME ivoiriennes. Ce sont là quelques points d'échange entre le ministre Souleymane Diarra-Souba, accompagné par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama, et son homologue française, Sophie Prima, ministre déléguée en charge du commerce extérieur et des Français des étrangers. Nous avons évoqué au cours de cette séance les sujets d'intérêt commun et d'actualité, notamment concernant tout ce qui porte en fait sur le soutien de la France pour promouvoir, soutenir l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire, notamment les PME. Nous sommes en train de travailler avec la partie française pour apporter un soutien de 80 millions d'euros à la promotion des PME, des micro-entreprises en Côte d'Ivoire. Et nous avons parlé également des sujets portant sur la lutte contre la contrefaçon, où également des initiatives sont en cours pour que la France puisse nous aider à acquérir un incinérateur de grande capacité qui fait plus de 15 millions d'euros. Également, c'est un dossier qui avance bien. Nous avons de beaux chantiers en Côte d'Ivoire qui viennent notamment sur les infrastructures lourdes, je pense au métro d'Abidjan, mais je pense, comme vous l'avez dit, aussi au soutien au travers de l'Agence française de développement de l'ensemble de votre tissu de PME et de PMI qui est là pour apporter, irriguer le développement économique dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire, sur l'ensemble des territoires, à destination des plus jeunes, de ceux qui veulent créer. Au sortir de cette rencontre, les 2 ministres ont promis renforcer la coopération dans le domaine du commerce entre les 2 pays. Nous sommes en octobre rose, on accentue la lutte contre le cancer et votre entreprise, la RTI, ainsi que le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement donnent le bel exemple en organisant une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Dénommée Octobre Rose, la campagne se tiendra sur 2 jours à la Maison de la Télévision ici à Cocody. Naomi Mokla, Didier Nguessan, Youssef Blei, Joël Gomez. 10 personnes en moyenne meurent du cancer du sein chaque jour en Côte d'Ivoire, ce qui équivaut selon le ministère de la Santé à 3306 cas diagnostiqués en 2020. Plus de la moitié de ces cas décèdent. Chaque année, à l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REMAPSEN, et la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, organisent une campagne de dépistage. J'invite mes sœurs pour venir se faire dépister. Le gouvernement a mis gratuitement les vaccins contre le HPV à disposition. Et la population cible, c'est les jeunes filles de 9 ans. Si nous commençons déjà à vacciner nos jeunes filles de 9 ans, nous pourrons éradiquer le cancer du col. Un personnel en bonne santé est bénéfique pour l'employeur en termes de ressources humaines et financières. Au-delà de cette campagne, des gestes simples au quotidien permettent d'éviter le cancer du sein. Aucune femme ne doit ignorer l'information sur le cancer du sein aujourd'hui. Parce que dépister tôt, le cancer du sein se guérit. La direction générale a été associée avec le REPMACI et les FAFSI pour sensibiliser l'ensemble de la population, surtout nos mamans, nos femmes, sur la question liée au cancer du sein et au cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, il est possible de guérir du cancer tant qu'on se prend en charge très tôt.
La campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus se tient sur 2 jours autour du thème « Dépister tôt, le cancer du sein se guérit ». Voilà, et la lutte continue. Les institutions de formation et d'éducation féminine IFEF démarrent leurs activités. C'est donc la rentrée des classes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a procédé au lancement de la rentrée scolaire 2024-2025. Engagement de tous pour une réforme des IFEF réussie. C'est le thème de cette année académique. À l'approche des échéances électorales de 2025, plusieurs mouvements et associations proches du RHDP lancent leurs activités aussi. Force 2015, présidée par le député Charles Niaouré, vient de présenter sa matrice d'activité à ses militants venus de plusieurs villes du pays. Olivier Kra, Jamagagui, Soroabo pour le reportage. Valider la matrice d'action pour la période 2024-2025, mettre en place des stratégies pour la victoire du RHDP à l'élection présidentielle de 2025. Voici les réflexions à l'occasion du lancement des activités du mouvement Force 2015. Face à la jeunesse et au cadre du parti, le président de ce mouvement politique, Charles Niaouré, s'engage à relever les défis liés à la mobilisation des militants. Notre mission à la Force 2015, c'est de faire en sorte que toutes les grandes actions du président Alassane Ouattara dans les hameaux, dans les villages, dans nos cités, soient mises en avant pour montrer aux Ivoiriens que la chance que nous avons d'avoir Alassane Ouattara, nous ne devons pas la gâcher. Et parce que nous avons envie que notre nation connaisse le développement dont nous rêvons, nous devons rester dans la dynamique du président Alassane Ouattara. La Force 2015 se donne pour obligation d'être partout. D'aller partout donc, pour gagner ces personnes indécises qui aiment Alassane Ouattara, qui aiment son travail, les emmener à aller se faire enrôler et à faire de ces personnes des électeurs pour octobre 2025. Les actions de Force 2015 bénéficient de l'appui des cadres du RHDP. Nous leur avons demandé de s'investir dans les opérations d'enrôlement des nouveaux majeurs primo-votants en cours en ce moment. Nous leur avons demandé de reprendre toute leur place sur le terrain. C'est un mouvement de terrain, c'est un mouvement qui crée une saine émulation au sein de la jeunesse. C'est un mouvement qui apportera beaucoup à la victoire du président de la République pour 2025. Dans les prochains jours, le mouvement Force 2015 entend organiser des séances de formation à l'endroit des jeunes du RHDP sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, on va terminer par cette brève. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU restera 1 an de plus au Soudan. Les membres ont voté en faveur d'une prolongation de la mission indépendante et internationale d'enquête sur de présumées violations perpétrées au Soudan lors de la guerre. Les autorités de Khartoum s'y opposent. Notez que cette mission avait été mise en place en octobre 2023. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec le même bonheur demain sur ce même plateau, sur la même chaîne et à la même heure, 20h. Prenez soin de vous. Continuons de promouvoir ensemble la paix, la solidarité.